Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction le sud de la France, la Canebière, l'Olympique de Marseille, parce que ça chauffe au niveau de la recherche de l'ailier gauche. Un nom revient de plus en plus, on parle même d'un accord entre le club et le joueur. Ce nom, c'est celui d'Igor Paixão, ailier gauche du Feyenoord Rotterdam, pour lequel l'OM serait prêt à casser la tirelire. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent sur un ailier qui a déjà 25 ans ? Qu'a fait Paixão la saison dernière? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'OM de De Zerbi? Eh bien, on va voir ça tout de suite en images et en statistiques. Mais avant de rentrer dans le détail, petit tour d'horizon classique sur la fiche du joueur. Igor Paixão, donc né le 28 juin 2000, joueur de 25 ans. Déjà 1m68, c'est un petit gabarit, et on va le voir, c'est un petit gabarit qui, dans la densité, quand il rentre à l'intérieur, heureusement il ne le fait pas beaucoup, mais peut se faire bousculer, peut se faire bouger. Heureusement, c'est un ailier qui va coller la ligne, on va revenir là-dessus très rapidement. Une sélection avec le Brésil au passage. Transféré à l'époque pour 4,5 millions d'euros à Feyenoord depuis Coritiba, c'était à l'été 2022. Et depuis, il a joué une centaine de matchs d'Eredivisie, vous voyez 93 matchs, 32 buts, 23 passes décisives et surtout une saison 2024-2025 particulièrement prolifique puisque comme vous le voyez, ici, 34 matchs d'Eredivisie, 16 buts, 14 passes décisives sur Transfermarkt. Alors, selon les fournisseurs de données, ce chiffre de 14 peut changer. Sur Wisecout, il a que 10 passes décisives, je crois, ce qui est quand même déjà beaucoup. Et en Champions League, il avait brillé avec 2 buts et 5 passes décisives en 921 minutes de jeu. Au passage, en Champions League, un match dont on n'aura pas les images, faute de droit, mais un match à signaler. C'était face au Milan AC où il a vraiment mélangé et marqué face à Mike Maignan, mais il avait surtout mélangé Kyle Walker pendant une bonne partie de la rencontre. Et d'ailleurs, le mélange, c'est quelque chose qui va bien à Igor Paixão. Paixão, predatory Paixão on that left-hand side, dangerous ball. Voilà, c'est un petit dribble offert par la maison. On va en voir d'autres, vous inquiétez pas. Mais Igor Paixão, on va d'abord évoquer son arrivée du côté de l'Olympique de Marseille et son intégration dans l'effectif. Vous l'avez vu sur ce dribble-là, c'est un ailier gauche. C'est un ailier gauche droitier, faux pied, mais c'est un ailier gauche qui va coller la ligne et rester excentré et attendre de recevoir des ballons dans cette zone. Et à ce niveau-là, évidemment, ce recrutement complète le recrutement réalisé il y a quelques semaines de Facundo Medina, arrivé pour une vingtaine de millions d'euros. Il me semble le défenseur central de Lens qui devrait évoluer dans un rôle hybride du côté de Marseille entre central gauche en possession du ballon, un contexte dans lequel il retrouvera ses habitudes de Lens, et une position un peu plus insolite pour lui, même s'il l'a tenu, il me semble, en sélection, c'est la position de latéral gauche en phase défensive. Donc ça, ce sera une nouveauté du côté de Marseille, et pour le joueur, ça sera à surveiller, même si d'autres Argentins illustres ont quand même réussi à ce poste-là en Ligue 1. Je pense à Tagliafico. Je pense que Medina peut suivre ce chemin-là. Mais à partir du moment où vous avez ce profil-là qui arrive au poste de latéral gauche, forcément, devant, pour apporter la largeur, pour apporter de la percussion, il faut un élément comme Igor Paixão. Et c'est évidemment dans cette optique-là que l'Olympique de Marseille s'est penché sur son cas. When attempting the clearance, space here for Igor Paixão. Taking on Henderson and dinking dangerously towards Osman far post. Alors vous l'avez vu sur les deux petits extraits que j'ai pu vous montrer jusqu'ici, Igor Paixão, c'est un joueur de dernier tiers, c'est un joueur qui va être là à Marseille pour essayer de trouver ces fameuses solutions qui ont tant manqué parfois face au bloc bas. D'ailleurs, cela se voit sur le plan statistique, c'est un joueur qui participe très peu au jeu dans les deux premiers tiers du terrain, puisque quand on le compare avec les autres milieux offensifs ou ailiers, au nombre de ballons touchés, et Paixão touche beaucoup moins de ballons que les autres ailiers. Il est dans le 22e centile au niveau des ballons touchés dans son tiers défensif et dans le 19e centile au niveau des ballons touchés au milieu de terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces zones-là, Paixão apparaît peu, voire n'apparaît pas. Et d'ailleurs, c'est souvent des zones où il est dos au jeu et où il se fait assez facilement bouger et passer devant par ses adversaires. De la même façon, ce n'est pas quelqu'un qui, dans ces zones-là du terrain, va éclairer le jeu, par exemple en prenant la balle sur le côté, en se retournant pour se mettre sur son pied droit, pour renverser côté opposé. On le voit très peu, d'ailleurs au passage, son gelon manque beaucoup d'efficacité puisqu'il est à seulement 38% de réussite au niveau de son gelon, avec seulement 2 gelons réussis par 90 minutes. C'est le 9e centile à ce niveau-là, par rapport aux autres joueurs à son poste. Néanmoins, ce tableau négatif, finalement, dans le football de De Zerbi, il compte pas trop, parce que
que demande Deserbi à ses joueurs positionnés au large? Il leur demande tout simplement de rester justement le plus haut et le plus large possible et d'attendre la balle, un des principes classiques du jeu de position. On attend que la balle arrive jusqu'à nous pour profiter de l'espace qui s'offre grâce à ça. Donc partant de là, le fait que Paixão participe peu au jeu dans les 2 premiers tiers du terrain n'est pas forcément gênant sous Deserbi, même s'il y a quelques petits trucs qui pourraient poser des problèmes, mais ça on reviendra dessus tout à l'heure. Et donc Paixão face au bloc bas, qu'est-ce que ça donne? On va voir ça tout de suite en image ici. On bascule sur cette première séquence, pas la plus dure pour lui, c'est un petit but qu'il marque en Eredivisie. C'est vrai que les défenses d'Eredivisie sont aussi là pour lui permettre de briller parfois. Par exemple ici, où là il se retrouve en contre avec le défenseur. Vous voyez que le défenseur lui laisse la ligne de fond, veut qu'il parte sur son pied gauche, parce que Paixão est connu pour utiliser beaucoup son pied droit, parfois trop, on reviendra là-dessus après. Sauf que cette fois-ci, le défenseur n'empêche vraiment rien. Le petit dribble à 90 degrés et il va réussir à ajuster tranquillement au deuxième poteau. Qualité de frappe aussi qu'on va retrouver sur pas mal de situations et qu'on évoquera en statistique. Ce qu'il aime beaucoup dans cette situation sur l'aile gauche, c'est qu'il peut soit partir ligne de fond, soit repiquer sur son pied fort. En partant ligne de fond, évidemment, ensuite, il va finir pied gauche. On reviendra là-dessus après, on va en voir quelques-uns. Mais il a cette capacité à gauche à faire les deux choses, chose qui n'existe pas du côté droit où il va plus pousser, chercher à passer uniquement en puissance et finir sur des centres pied droit. Donc là, il arrive à se mettre pied droit et il met une jolie passe D pour son partenaire avant-centre. Nouvelle séquence ici. Ce qu'il va beaucoup faire aussi, c'est essayer de faire des feintes. Cette fois-ci, il s'ouvre l'intérieur pour centrer pied droit. Nouvelle séquence ici face à Héraclès avec un défenseur qu'il a particulièrement martyrisé. Il vient le fixer. Il fait mine de partir, le petit passement de jambe, il rentre intérieur, il tente sa chance et ça passe pas loin. D'ailleurs, ce type de situation, ce type d'action, c'est le grand classique évidemment de l'ailier faux pied et c'est magnifique quand ça finit au fond, comme par exemple ici face à Groningen, où là, il fait sa petite feinte, il rentre à l'intérieur et là, la frappe est parfaite, impressionnante. Ça fait but et ça, on espère évidemment qu'il réussira à en claquer une ou deux au Vélodrome, pourquoi pas. Nouvelle séquence ici. Maintenant, il va partir ligne de fond. Vous voyez, il a feinté de rentrer intérieur. Il pousse cette fois-ci pour aller ligne de fond. Et quand il est en 1 contre 1, eh ben, ça fait mal. Le problème, parfois, c'est la finition pied gauche où on a l'impression que ça part un petit peu au hasard. Parfois, même si là, ça finit sur une occasion de but. Mais on n'a pas l'impression qu'une fois qu'il a fait son dribble du gauche, il va prendre l'info pour voir où sont ses partenaires. Une fois qu'il a poussé, là, il la met. On n'a pas l'impression qu'il a repris l'info après avoir mélangé son défenseur. Nouvelle séquence ici. Il part ligne de fond, et là on a l'impression qu'il la redresse, mais sans vraiment prendre d'infos sur la situation, sur la zone, même si là il joue une zone libre où il n'y avait pas de partenaire. Autre séquence ici, pour voir de plus près, on voit que le ballon reste très proche, évidemment des pieds, difficile d'intervenir. Il y a des petites feintes et des accélérations, des changements de rythme assez brutaux. Sur de courtes distances, ces changements de rythme sont très intéressants et font mal, donc face à des blocs bas, évidemment, où ce sont des courtes distances, son explosivité peut lui permettre de faire du mal, comme par exemple ici, où il ne va pas obtenir un penalty. Mais on arrive sur cette séquence face au Feyenoord. Alors parfois, il y a des petites scories dans la conduite de balle qui pourraient peut-être ouvrir la porte à des interventions. Vous voyez là, la conduite de balle, elle n'était pas parfaite. Il n'est pas en fixation tout de suite du défenseur. Et ça pourrait permettre à des défenseurs plus réactifs peut-être de jaillir dans ses pieds et d'aller au contact pour le mettre en difficulté. Néanmoins, là, une fois qu'il a passé l'épaule, difficile de le reprendre. Donc la grande question pour les défenseurs qui vont lui faire face, la clé en cas de 1 contre 1, ça va être de savoir s'ils ont les cannes pour accélérer, réagir à ces changements de rythme le long de la ligne, parce que pour moi, la priorité, vu son pied droit, c'est avant tout de lui fermer le pied droit, de lui fermer le retour intérieur. C'est là qu'il est vraiment le plus dangereux lorsqu'il est touché sur le côté. Et ensuite, voir si long de ligne, on peut le contrôler en espérant ensuite qu'en cas de centre au premier poteau, de centre tendu, il y ait les défenseurs centraux qui sont en place de façon à l'arrêter. Évidemment aussi, on reste avec la vision des adversaires face à ce type d'ailier qui peut rentrer intérieur ou être dangereux en attaquant le long de ligne. Évidemment, la prise à 2 doit être une des solutions les plus évidentes. Et c'est vrai que y a certains adversaires qui ont réussi à le limiter grâce à des prises à 2. Comme par exemple ici, vous voyez le numéro 3 qui est au duel, qui anticipe long de ligne, et pendant que le 20, lui, vient fermer l'intérieur en cas de retour. Donc ça, c'est une situation où Paixão peut se retrouver en difficulté, surtout que
dans ses choix de jeu, quand il est pris dans des prises à deux, il n'a pas forcément la vision pour trouver le joueur libre. En l'occurrence, là par exemple, ce serait le numéro 8 qui est en retrait. Vous voyez, il va s'enferrer dans le dribble et finalement, il va pas réussir à passer avec le défenseur qui résiste bien, tant bien que mal, mais qui résiste. Autre situation aussi, prise à deux. Là, il y a un contre un. Et finalement, il va être bien attendu à l'intérieur. Et là aussi, vous voyez, à partir du moment où il est lancé dans un dribble, il pourrait lever la tête et voir par exemple ce joueur-là qui arrive, qui est disponible, voire même ce joueur-là qui a l'air de demander le ballon. Mais dans ses choix, il est un peu parfois tête dans le guidon. Et ça se ressent quand il est dans des situations comme celle-là, face à deux adversaires. À partir du moment où il amène des adversaires sur lui, là, comme par exemple ici, là, c'est Jordan Henderson, il n'a pas forcément la vision pour voir au-delà de ce qui se passe dans son champ de vision, ce qui fait que derrière, il peut se faire assez facilement enfermer. Là encore, Henderson vient empêcher le retour intérieur, l'autre défenseur est prêt pour défendre long de ligne et il va s'imposer physiquement et faire la différence. Et cette histoire de choix, c'est quelque chose qui peut être problématique pour Paixão à d'autres endroits du terrain, et ça on va le voir tout de suite quand on va évoquer notamment des situations de transition. Mais avant, je pense que c'est intéressant de vous proposer un petit bilan chiffré des dribbles de Igor Paixão, parce que si en termes de quantité, Paixão est dans le 79e centile des ailiers qui produisent le plus de dribbles, qui tentent le plus de dribbles, et dans le 74e centile de ceux qui en réussissent le plus, avec 1,74 dribbles réussis par 90 minutes, son taux de réussite est quand même assez faible, ou en tout cas loin de la moyenne, et surtout très loin des meilleurs, puisqu'il est qu'à 39,9% sur FBref de taux de réussite dans le 38e centile. Donc c'est un joueur qui tente beaucoup, mais qui rate aussi beaucoup. Et donc c'est un joueur qui, du côté de Marseille et du côté du Vélodrome, pourrait aussi frustrer dans les matchs où ça se passe mal pour lui. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il peut prendre feu dans certaines rencontres et tout peut passer, comme il peut être complètement froid et ne rien réussir pendant pas mal de temps. Et c'est là qu'il lui faudra une tête solide et un mental à toute épreuve, parce que le Vélodrome lui pardonnera peut-être pas. Alors après cette petite parenthèse dédiée au dribble et aux statistiques, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les choix de Paixão et l'impact de ces derniers quand on est plus bas sur le terrain. Parce que quand il est dans la surface de réparation, et bien quand il décide de partir longue ligne, il va centrer, forcément. Soit il va centrer fort, soit il va centrer en cloche, soit il va centrer en retrait, mais ça va être un centre. Il n'a pas d'autre solution que de centrer. Quand il repique à l'intérieur, près du but, il va souvent tenter sa chance ou tenter un centre. Mais quand on recule un peu plus, il y a d'autres solutions qui s'offrent à nous. Et c'est là que le côté tête dans le guidon de Paixão peut devenir un vrai problème quand il prend la balle sur des transitions notamment, et qu'il doit mener ses transitions à leur terme en faisant les bons choix. On va le voir ici avec quelques séquences. Ballon récupéré ici, il part en fixation. Là vous voyez qu'il peut la donner au numéro 9 et finalement il va faire une touche de balle vers l'extérieur qui va se fermer complètement l'angle pour faire la passe vers le 9 et il va tenter sa chance et ça finit dans les nuages. Donc là encore, tête dans le guidon, un mauvais choix, le choix de rentrer pour frapper et finalement un ballon qui passe au-dessus. Nouvelle séquence ici où il va être servi sur l'aile gauche. Et à nouveau, on va le voir rentrer en fixation, là très bien. Et là, vous voyez qu'il attire 1, 2, 3, 4 joueurs sur lui. Et évidemment, il y a ce joueur-là, par exemple, qui se retrouve complètement libre. Ce joueur-là aussi à l'opposé. Et que va faire Paixão? Tête dans le guidon, pas de prise d'info. Il va tenter sa chance. Et si parfois ça peut bien finir, là, c'est complètement raté. Nouvelle situation, on va enchaîner ici. Nouvelle transition où la balle va revenir sur lui. Voilà, on est parti. Il remonte le terrain. Il a des solutions à gauche. Il a des solutions à droite. Et finalement, tête dans le guidon, il choisit de tenter sa chance tout seul. Et ça passe au-dessus. Et enfin, on termine avec une dernière séquence ici où il va être servi dans l'espace. Et là, pas de prise d'info. Il se retourne. Il tente tout de suite. Quand je vous parlais des prises de décision un peu trop hâtives, là, il pourrait, par exemple, ouvrir sur ce joueur-là, côté droit. Il préfère tenter sa chance. Et s'il a une belle frappe de balle, cette fois-ci, ça passe au-dessus. Un autre point qui ressort chez Paixão et qui peut parfois être un petit peu gênant, c'est son côté droitier exclusif. Alors on l'a vu, il n'est pas exclusif quand il est près de la surface, mais plus on va reculer sur le terrain et plus son pied droit va être son pied de prédilection, tout simplement, son meilleur pied. Mais c'est vrai
à un point où il ne va pas se servir du pied gauche, même dans des situations où la logique voudrait qu'il se serve de son pied gauche. Je vais vous montrer ça en image avec cette petite série de vidéos. Alors là, vous allez le voir, il va récupérer un ballon. Et là, bon, conduite de balle du droit, il se fait facilement reprendre. Mais on va voir de manière plus évidente des situations où il pourrait plus... Vous voyez là, par exemple, il pourrait plus s'orienter pied gauche parce qu'il a ce joueur-là qui revient vers lui. Non, il va rester dans une conduite de balle de l'extérieur qui va permettre à ce joueur-là de revenir et d'intervenir puisqu'il conduit le ballon avec le pied le plus proche de ce joueur-là qui est en train de revenir. Et du coup, balle perdue, récupération pour le Feyenoord. Nouvelle séquence ici, il est touché sur le côté. Il pourrait partir, vous voyez, il pourrait partir de plus loin sur son pied gauche, mais son pied gauche, il va vraiment s'en servir uniquement dans cette zone de finition. Là, il pourrait pousser et avancer sur son gauche. Finalement, il choisit de rentrer pied droit. Évidemment, l'adversaire l'attend à l'intérieur, balle perdue, et ça peut repartir dans l'autre sens, même s'il va faire l'effort pour revenir. Là, ici, il faut être attentif. Vous voyez la conduite de balle ici. La logique voudrait qu'un joueur dans cette position-là se retourne en utilisant son pied gauche. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Extérieur du droit. Et finalement, c'est fermé parce qu'en procédant de cette manière-là, on prend plus de temps, évidemment, pour se retourner. Nouvelle séquence par la suite ici. Pied droit. Il pourrait partir pied gauche, il pourrait conduire de gauche. Comme ça éloignerait le ballon de ce joueur qui est en train de revenir. Finalement, il reste du droit. Et donc, le joueur peut facilement intervenir et empêcher Paixão de terminer en repiquant, comme il aime beaucoup le faire, on l'a vu tout à l'heure. Nouvelle séquence ici, il va récupérer la balle, contrôle de balle du gauche cette fois, mais là encore pour se retourner, il va utiliser son pied droit, puis son pied droit, alors qu'il pourrait aussi enchaîner du gauche pour tenter la passe en profondeur. Cette fois-ci toutefois, ça ne l'empêche pas de donner des très bons ballons, même en se servant uniquement de son droit, et là ça fait but. Et c'était aussi une dernière séquence pour vous montrer que même en utilisant que son pied droit, on peut quand même être décisif. Là encore, il s'est retourné avec son pied droit de l'extérieur et il arrive aussi à donner un bon ballon. Donc ça peut être problématique parfois, mais ça ne l'empêche pas non plus d'être décisif quand la situation le permet. Plus bas sur le terrain, il y a aussi un autre point à évoquer, c'est sa vitesse, tout simplement, et sa capacité à répéter les sprints et surtout à répéter les sprints longs. On l'a vu dans le dernier tir face à des blocs bas, c'est un joueur explosif, dynamique, qui sur de courtes distances peut faire des différences. En revanche, quand la distance s'allonge, Paixão n'est pas un joueur qui va savoir maintenir la vitesse sur de longues distances. À l'inverse, par exemple, pour citer du côté du Paris Saint-Germain, un joueur comme Bradley Barcola, qui part de la médiane et qui peut mener l'action et le temps d'avance jusqu'à la surface. C'est pas vraiment le cas de Paixão, et d'ailleurs, ça se voit sur le plan statistique en allant voir du côté de chez Datascout avec les données physiques auxquelles ils ont accès. Si on se penche sur la comparaison avec les ailiers d'Eredivisie, on voit très bien que dans tout ce qui est distance à haute intensité, c'est pas du tout un joueur qui ressort, puisqu'il est dans le 36e centile. Distance en sprint, c'est pareil. Grosse accélération, il est au niveau moyen en Eredivisie, donc en Ligue 1, il serait encore plus bas. Donc ce point-là est à garder en tête. Si sa pointe de vitesse, c'est 33,5 km/h pour les plus curieux, est intéressante, c'est pas un joueur qui va réussir à la maintenir sur de longues distances. Donc s'il peut être très impactant sur les courtes distances face à des blocs bas, c'est quelqu'un qui, sur tout ce qui est jeu de transition, sera peut-être pas forcément le joueur le plus adéquat. D'ailleurs, ça on peut le voir tout de suite avec quelques petites images de séquences de transition, où ici, il va faire une première différence. Vous allez voir qu'il va se faire reprendre. Alors, il pousse pas loin, aussi pour peut-être ne pas partir sur son pied gauche. Et il est facilement repris, par exemple, par un Jordan Henderson, pourtant bien plus avancé dans sa carrière. Autre séquence ici, avec une transition où il va partir de sa surface. Ici, il va remonter le terrain. Et finalement, il ne va pas réussir à dédoubler suffisamment rapidement, même s'il va vite. Mais il n'a pas les grandes cannes des ailiers d'1m80, 1m85 qui permettent évidemment de faire plus de différence sur ces longues distances. Là encore, une première différence sur une courte distance, mais ensuite au moment de pousser, vous voyez le gros retour ici
du milieu de terrain qui met fin finalement à la situation de transition. Alors Paixão, on l'a vu dans le dernier tiers, on l'a vu plus bas sur le terrain, on a vu ses qualités, on a vu certains de ses défauts, mais on l'a pas encore vu marquer beaucoup de buts. C'est vrai que la saison dernière, il en a mis pas mal puisqu'il en a mis 16. Et quand on se penche en fait sur la finition de Paixão, on va le voir ici avec ce petit best-of, ce petit florilège sur la saison 2024-2025, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est présent dans la surface de réparation. Là, vous voyez ici, c'est lui qui va mettre sa tête, il a un bon timing, il a un sens du démarquage, il sait bien se rendre disponible dans la surface, et c'est aussi une menace dans la profondeur. Toutes ces actions-là, là vous allez voir, dégagement du gardien, et qui est là en profondeur pour faire cet appel depuis l'aile gauche vers l'axe. Ça peut être très intéressant sous des herbies, parce que comme vous le savez, si parfois les défenseurs centraux sont attirés par les décrochages et la construction axiale de Deserbi, et ben ça peut ouvrir des espaces pour du jeu direct dans la profondeur pour l'ailier, et à ce niveau-là, Paixão pourrait être une vraie solution. Autre solution aussi, c'est sa capacité à finir bien en une touche, au sol, c'est propre, et à ce niveau-là, il rappelle un petit peu ce qu'a pu faire Keito Nakamura du côté de Reims, qui certes est ailier gauche au départ, mais c'est aussi attaquer la surface, se rendre disponible dans les bonnes zones. Là ici, vous voyez, il est dans l'axe, il va être servi en retrait et il va finir à nouveau une touche parfaitement placée. Et ça, c'est une vraie qualité de Paixão, c'est-à-dire c'est pas un ailier qui va rester collé à la ligne et qui va attendre que ça se passe et qui va tirer toujours depuis cette position excentrée sur le côté gauche. Non, c'est un ailier qui va être attiré par le but, comme là encore au point de pénalty, il finit fort au sol. Et là, évidemment, j'ai parlé de Nakamura, mais le meilleur exemple, c'est Ousmane Dembélé sur la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, certes en étant repositionné. Mais voilà, Paixão, c'est comme ça qu'il peut aller chercher ses buts. Là encore, un appel en profondeur, en diagonale, vers l'intérieur, et une finition efficace. Donc là-dessus, Paixão est intéressant parce que sans ballon, il va s'aventurer aussi dans des zones, dans la surface de réparation, dans des zones axiales, dans des zones dangereuses. Il ne va pas rester collé à la ligne, à moins que cela lui soit demandé, mais ça serait ballot quand même de se passer d'un joueur capable de finir à nouveau de cette manière, avec une jolie tête ici. La question qui pourrait se poser toutefois, c'est quand il rentre à l'intérieur, qui pourra porter la largeur côté marseillais dans le dernier tiers? Est-ce que c'est Medina qui fera ce genre de dribble et se mettre en position de centre et lui rendre le ballon? Ça, c'est une grande question. Qui sera là pour casser les prises à deux face à Paixão qui pourrait se créer face à lui? Qui sera là aussi pour dédoubler quand Paixão rentrera à l'intérieur? Qui sera là pour occuper la largeur quand Paixão sera dans l'axe? Voilà, toutes ces questions qui auront besoin de quelques réponses côté marseillais. Et ça, évidemment, on les découvrira dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, pour terminer ce long tour d'horizon, puisqu'on parle de la finition de Paixão, je voulais m'arrêter sur quelques points statistiques intéressants. Comme vous le voyez ici, sa shot map sur la saison 2024-2025, quand je vous disais qu'il ne tirait pas tout le temps depuis cette zone d'excentré sur le côté gauche, il va s'aventurer dans l'axe. Et d'ailleurs, il a marqué la majorité de ses buts, comme vous le voyez, dans des positions axiales. Donc il s'agira pour Marseille de lui permettre d'aller chercher ces positions-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a marqué 16 buts pour 10,59 XG. Alors on peut se dire, c'est une grosse surperformance devant le but adverse, oui, mais c'est aussi une performance due à la qualité de sa finition. Parce que quand vous prenez les 10,56 XG et que vous les comparez aux XG cadrés, je rappelle rapidement ce que sont les XG cadrés, vous prenez la position de frappe, les informations sur la position de frappe, ce sont les XG. Vous prenez les informations sur la qualité de la frappe, où est-ce que la frappe est placée, à quelle vitesse est-ce qu'elle part, et ainsi de suite. Là, vous avez les XG cadrés, c'est-à-dire que si un attaquant a des XG cadrés supérieurs à ses XG, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec sa qualité de frappe, il améliore ses chances de marquer. A l'inverse, si vous avez un attaquant dont les XG cadrés sont inférieurs à ses XG, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne bonifie pas ses positions de tir, mais qui les rend moins bonnes parce que sa finition n'est pas bonne. En l'occurrence, ce qui est intéressant avec Paixão, c'est que sur la saison 24-25, comme vous le voyez, il a 10,56 buts attendus, donc expected goals. Mais si on prend les XG cadrés, il y a 16,25 buts attendus. Donc ça veut dire que sa qualité de frappe améliore largement ses XG. Et d'ailleurs, vous voyez que les 16,25 XG cadrés correspondent à peu près aux 16 buts, tout simplement, qu'il a marqué. Donc une vraie qualité de finition aussi chez lui, et c'est vraiment à prendre en compte pour la suite. Alors au final, Igor Paixão, qu'est-ce que ça vaut pour l'Olympique de Marseille?
petit retour statistique sur ce qu'il a pu faire lors des saisons précédentes avec nos fameuses fiches de présentation. Comme vous voyez, là, on est sur la saison 2022-2023. Il vient d'arriver, il est au top. Niveau estimé, Première Ligue. On voit un radar avec beaucoup de buts marqués, TXG, un NPXG par tir élevé. Ça, c'est grâce aux positions de tir qu'il va chercher dans l'axe. Et surtout, une créativité quasi au max, puisque c'est un joueur qui crée le plus d'expected assists pour le Feyenoord et un des joueurs qui en crée le plus aussi en première division néerlandaise. Le problème, c'est que ça, c'est la saison 22-23 et il faut signaler que avec le même modèle, on n'est pas sur un joueur sur la pente ascendante puisque 2 ans plus tard, saison 24-25, là, on va être sur une situation beaucoup moins reluisante, notamment en termes de créativité. Vous voyez en haut à droite que ça a beaucoup baissé. En termes d'expected assist et de création par la passe, en termes de dribble aussi, il y a toujours cette capacité à être présent à la finition, mais un niveau en baisse sur sa dernière saison. Donc son évolution du côté de l'Olympique de Marseille sera su. Peut-être que c'est un joueur qui a fait le tour de l'Eredivisie, qui aurait peut-être voulu partir l'été d'avant et qui a un petit peu baissé de niveau, toutefois en étant toujours très efficace, puisque je rappelle 16 buts marqués et une grosse douzaine de passes décisives selon les fournisseurs de données. Toujours est-il que la question qui peut se poser pour lui et pour l'OM, c'est qu'à 24 ou 25 ans, est-ce que l'OM doit miser autant d'argent sur un joueur comme lui parce que quand on parle de 28 millions d'euros, ça peut rester une bonne idée, mais si on commence à monter dans les 35-40 millions d'euros, comme ça peut être évoqué, puisque c'est ce qui est évoqué notamment du côté de Rotterdam, comme étant la somme qui les convaincrait de le laisser partir, est-ce que l'OM doit mettre autant sur un joueur de 24-25 ans, sur lequel il n'y aura certainement pas de revente, que ce soit à ce prix, mais encore moins de plus-value? Ça, on peut en douter, en effet. Est-ce que la solution, ça ne serait pas de mettre une vingtaine ou une trentaine de millions d'euros sur un attaquant beaucoup plus jeune, sur lequel une plus-value est beaucoup plus probable? Et à ce niveau-là, j'ai envie de vous donner rapidement un nom, celui de Noah Adédéji Sternberg, comme vous le voyez en image ici, 19 ans, 1m79, il joue à Genk. Aujourd'hui, il lui reste une année de contrat, en tout cas selon Transfermarkt, il est sous contrat jusqu'en juin 2026. 4 buts, 4 passes décisive la saison dernière en Jupiler League avec seulement l'équivalent d'une douzaine de matchs joués, 11,6 fois 90 minutes exactement. Et vous voyez que c'est un joueur qui est sur la pente ascendante, qui est déjà vu comme un des meilleurs joueurs dans le championnat belge. Et est-ce que ça ne serait pas le moment pour Marseille d'aller faire un coup à la Malik Fofana en allant débaucher ce Noah Adédéji Sternberg? Je vous mets quelques vidéos, ça me fait plaisir, c'est gratuit, c'est pour les yeux. Mais c'est vrai qu'on a un joueur de 19 ans très intéressant. Alors là, il est excentré sur le côté gauche, ici. Et il va se mettre en action dans l'espace. Il reçoit la balle. Position de frappe. Il ne se pose pas de questions. Grosse frappe du droit. Alors évidemment, on est en D2 belge à ce moment-là. C'est un joueur qui débute, qui fait ses classes et qui a commencé, donc, comme je vous le disais, en Jupiler League la saison dernière. Là, il se met sur son pied droit et il va trouver un bon petit ballon en profondeur. Un gabarit plus imposant, hein, 1m79. Donc là aussi, un joueur plus impactant sur les transitions. Plus de questions face à des blocs bas, là où Paixão a quand même montré pas mal de qualité. Ça sera intéressant, évidemment, de les voir en Ligue 1. Pour Sternberg, j'ai moins vu de séquences face à des équipes repliées. Là, on va surtout le voir sur de la transition. Là encore, hein, quand il accélère, ça va beaucoup plus vite, par exemple, sans ballon, que Paixão sur de plus longues distances. Donc là, sur ces séquences-là, il serait déjà sans doute plus efficace que l'ailier brésilien du Feyenoord. Mais il aurait aussi moins de situations de ce genre, sans doute, à jouer du côté de Marseille, où on attendait un dynamiteur de bloc bas, et en Paixão, on mise sur un dynamiteur de bloc bas. Ça n'empêche pas notre cher Adédéji Sternberg de faire de très jolies choses du côté de Genk. Donc voilà pour cette petite longue vidéo au final sur Igor Paixão. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me soutenir sur mon Tipeee. C'est disponible, le lien s'affiche en dessous et est disponible dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. À bientôt, ciao.